Bienvenue à ce premier épisode du canal vaginal. Mélanie Claveau, physiothérapeute, alias la physio pas gênée, sur les réseaux sociaux. J'accueille à toutes les semaines des physiothérapeutes pour discuter de santé féminine. Et dans ce premier podcast, on va discuter de traumatisme suite à la naissance et aussi d'invalidation quand on a des vaginites. Donc, deux sujets, mais c'est ce que notre amie de la communauté nous a partagé. Donc, c'est l'histoire qu'elle avait envie de transmettre, qui est pleine d'espoir, pleine de réflexion. Donc, je te souhaite une super écoute. Hey, bonjour tout le monde! Salut Caroline! Bonjour! Bienvenue à ce premier épisode de Canal Vaginal. Écoute, c'est sérieux ici, hein? Ben oui, mais ça. On va recevoir des physios. Je vais recevoir des physios. Et aujourd'hui, c'est Caroline, la première physio que je reçois. Et on va parler de santé féminine pour redonner du pouvoir aux femmes. C'est vraiment ça l'objectif ici au Canal Vaginal. Et comment ça va se passer finalement? Moi, je reçois régulièrement des histoires sur les réseaux sociaux et on va en lire une et la commenter. Donc, donner nos impressions, donner parfois peut-être des conseils. Donc, vous allez beaucoup vous découvrir dans le canal vaginal. Donc, je vous souhaite de vraiment triper en nous écoutant. Mais c'est ça, peut-être juste avant, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Moi, je suis Mélanie Claveau, je suis physiothérapeute et depuis 3 ans, je travaille sur les réseaux sociaux. Et là, l'idée du podcast, là, ça fait au moins 3 ans que j'y pense. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était maintenant que ça se partait. Puis, ben toi, tu as sauté sur l'occasion, hein? Oui, absolument. Donc, Caroline, qui est aussi physiothérapeute, qui a écrit un super livre. On en parle-tu tout de suite? J'aurais comme envie. Si tu veux. Donc, merci. En tout cas, je voulais te dire merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment le fun. C'est la première fois que je fais un podcast. C'est sérieux, là. Tu sais, c'est ça qu'on se disait juste avant de commencer. Il me semble qu'on est ailleurs que dans la clinique, là. Quand même, hein? Ouais. Fait que là, ton livre, toi, Habiter nos corps. Oui. Écoute, merci de me l'avoir envoyé, by the way. Ça me fait plaisir. Super intéressant pour en finir justement avec la banalisation des symptômes féminins. Donc, longtemps, on a été ignorés. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Eh bien, on en parlait tantôt. Je pense que ça part d'une colère qui m'a habité longtemps, qui m'a grandi à force d'écouter les histoires de mes clientes année après année, jour après jour, de tout ce qui se sont fait dire, beaucoup. Ça part des mots, entre autres. Là. Je pense pour ça, c'est devenu un projet de livre, mais beaucoup de choses qui se sont fait dire que finalement, je me rendais compte qu'ils portaient ça dans leur corps, que ça restait comme imprimé là, ça laisse une empreinte, puis ça affecte la relation avec le corps, ça vient créer comme une espèce de déconnexion au niveau des sensations, au niveau du contrôle, au niveau de la fonction. Qualité de vie. C'est vraiment multidimensionnel. Puis même si chaque histoire, évidemment, est différente puis est personnelle, ben au final, il y avait tout le temps quelque chose qui se ressemblait chez tout le monde. Il y avait tout le temps un mélange de honte, un mélange de gêne, un mélange de culpabilité, puis un mélange de résignation, à force de se faire dire « Ah, ben tu sais, c'est normal, tu fais plus dans tes culottes parce que tu as eu des enfants. Ben c'est normal que tu fasses mal quand tu fais l'amour, tu es une femme. Ben c'est normal que tu ailles mal, tu es en ménopause. Ah, mais tu as mal pendant tes règles, c'est normal. » Puis finalement, cette normalisation-là, puis cette banalisation-là qui revient à chaque étape de la vie. Dès que ça concerne une transition de vie, du sexe de la femme, la culture est là pour nous faire croire que c'est normal. Puis qu'on exagère aussi. Qu'on exagère, que c'est dans notre tête. Puis ce que ça fait, ben, c'est que ça coupe l'espoir. Puis si on n'a pas d'espoir, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va comme se résigner, se déconnecter de cette souffrance-là pour essayer de fonctionner. Arriver à l'endurer finalement, là, tu sais, puis passer au travers du quotidien. Puis ben c'est ça, à un moment donné, là, j'en pouvais plus garder ça dans mon bureau, fallait que ça sorte. Là, ouais. C'est pas normal, c'est tout pas normal. Il y en a de l'espoir, il y en a des choses à faire. Et voilà.
En tout cas, je le recommande vraiment beaucoup à tout le monde. Il m'a beaucoup touché ton livre. Je l'ai pas complètement terminé, là, mais je suis vraiment satisfaite jusqu'à maintenant. Puis effectivement, je pense que d'être physiothérapeute pelvienne, ça nous amène à réaliser beaucoup de violences que les femmes peuvent vivre. Oui. Puis je trouve, j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse être physiothérapeute pelvienne sans être un peu militante aussi. Mm-hmm. Parce que finalement, on est en train de soigner cette région-là du corps qui a été tellement négligée. Et là, c'est ce qu'on veut avec le podcast Canal vaginal. Et je le trouve drôle, le nom. Merci, communauté, parce que c'était pas du tout vers ça que je m'en allais, moi. Okay. Je m'en allais avec l'école de la vulve, tu sais, un petit peu plus sérieux. Puis c'est ma communauté sur Instagram et Facebook qui a proposé Canal vaginal, puis vraiment, c'est un coup de cœur. Est-ce qu'on peut te suivre, toi, sur les réseaux ou pas tout à fait? On peut. Je commence. Je suis encore très maladroite sur les réseaux sociaux. Fallait qu'on s'en parle, justement. Hein? Mais j'essaie de diffuser le message, de justement là, de militer un peu pour ça, de proposer des réflexions, des solutions, des pistes d'apaisement, un peu tout ça. Là, puis Valider, exact. Nourrir la colère aussi, parce que le but, c'est pas de faire en sorte qu'il n'y en a plus, parce que cette colère-là, elle sert à quelque chose, mais un peu de savoir quoi faire avec cette colère-là, finalement, parce qu'elle peut servir à quelque chose. Oui, pour faire évoluer les choses. Hein? Exact. Moi, je le fais beaucoup pour mes enfants. Je vais quand même parler aussi de mon livre que j'ai aussi écrit dans une période de grand militantisme. C'est ça le mot? Je pense qu'on peut appeler ça comme ça, oui. Militantisme, ça prendrait plus de place sur la table de Scrabble. Fait qu'on va prendre ce mot-là. Donc, moi, mon Périnée sans tabou, que j'ai écrit en même temps que toi, finalement, là, à quelques mois de différence environ. Oui, à peine. Oui, dans le fond, c'est pour aider les femmes à se réapproprier leur corps. Donc, je trouve que c'est un bon début là, pour apprendre à s'évaluer et à se traiter seule. Moi, c'est ça mon but comme physio du web. Mais je pense que c'est ça notre but en physio en général. Ça a toujours été de rendre la personne autonome. Oui. C'est jamais en physio, ce qu'on cherche à faire, c'est pas de garder la personne le plus longtemps possible, c'est de la rendre autonome puis capable de justement se connaître mieux finalement. Puis de... Il y en a des fois, là, tu sais, je leur dis, regarde-toi, de quoi ça a de l'air, ils n'ont jamais regardé là. Ah ben oui, il y en a tellement. Jamais... Puis moi, c'est ça, hein. Je pense que c'est peut-être la majorité encore. Là. Ben oui. Puis moi, je n'étais pas si allumée que ça côté militance, il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment en essayant de comprendre pourquoi que mes clientes, parce que moi, virtuellement, je ne les vois pas en vrai, mes clientes, j'ai pas le choix. S'ils n'ont pas de physio dans leur région, il faut qu'ils apprennent à elles-mêmes observer. Puis pourquoi qu'ils étaient aussi gênés, pourquoi qu'il y avait du mépris, du dégoût. Puis c'est là que je me suis mis à lire sur la représentation du corps de la femme dans la littérature scientifique. Puis c'est là vraiment là, que ça a ouvert des portes. Là. C'est fou. Changeons le monde. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Plus on lit, plus c'est fâchant. Puis en même temps, plus on se rend compte qu'il y en a des solutions, mais sont comme pas connues. Ils sont pas nécessairement si nouvelles que ça. Moi, c'était ça aussi qui m'a un peu surprise, tu sais, l'ampleur là, des inégalités puis du retard qu'on a à rattraper puis du sexisme qui perdure en santé puis tout ça. Mais aussi qu'il y en a des solutions qui ont été étudiées, mais ça s'est pas rendu à nous encore. C'est là, ça existe. Il faut qu'on en parle, justement. Mais commençons. Oui, allons-y. Là, ça, je vous invite, gang, hein, celles qui veulent partager leur histoire pelvienne, allez sur mon site web et vous pouvez partager là, votre histoire avec un faux nom. Là. Vous choisissez, ça peut être drôle aussi, on peut s'amuser. Puis, dans le fond, l'histoire, là, elle est lue et je vous demande de me dire dans quel état émotionnel vous étiez quand vous l'avez écrit. Parce que, tu sais, par exemple, bon là, point. Moi, mettons, là, j'ai déjà eu un pet de noun, OK? En pleine pratique de yoga, puis c'était le silence dans la salle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais ça se pourrait que toi, t'aies vécu ce pet-là de noun, qui est vraiment particulier, et que ça t'ait amené de la honte. Fait que ça, j'ai demandé aux filles de nous écrire leur état émotif. C'est une excellente idée. Oui, parce que je voulais pas qu'on se mette à rire de quelque chose de triste ou qu'on trouve quelque chose de drôle. En tout cas. Fait que là, on a 15 choix pour aujourd'hui. Dis-moi donc, quel chiffre est-ce que tu choisis? On va y aller équilibré avec le 8. Le 8! Savais-tu, là, que pour les Chinois, en tout cas, je dis ça, puis peut-être que j'ai tort, ça veut dire, c'est de la chance, ça, le 8. Parce que comme ça finit jamais. Ouais. En tout cas, il paraît que c'est de la chance. Bon, attends un petit peu, là, je vais ouvrir mon fichier.
T'es-tu plus vite que moi, toi? L'as-tu déjà je pense ouvert? que je l'ai, oui. Attends, laisse-moi une dernière chance, OK? Histoire numéro 8. Je clique dessus, suivre le lien, télécharger, ouvrir le fichier. OK, je l'ai. Pas déjà. Alors, c'est Catherine qui nous écrit. Et elle, pendant qu'elle nous a écrit cette histoire-là, elle se sent reconnaissante et motivée. Elle sent de la douceur aussi. Fait que on va aller vers ça. Excellent. Donc, suite à un accouchement traumatique avec forceps, hémorragie, utérus qui ne contracte plus, transfusion, j'ai eu un rendez-vous avec une sage-femme spécialisée en trauma pour revivre chaque moment de mon accouchement avec mon dossier et comprendre ce qui s'était passé. C'était en Angleterre. Ça m'a vraiment fait du bien. T'en as-tu, toi, des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? Oui. OK. Ça, c'est vrai. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, de revivre une naissance traumatique, autant pour le bébé que pour la maman, pour renouer. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce qu'effectivement, souvent, quand le bébé et la maman vont bien, on se dit, ben c'est correct, hein? Puis c'est ce que la maman reçoit aussi comme information, ça devrait te suffire. Puis finalement, il y a plus que ça. Là, on peut vivre vraiment des chocs. Il y a à peu près toujours plus que ça, en fait, je pense. Moi, c'est une des choses que je trouve qui est, je sais pas si c'est le plus banalisé parce que tout l'est tellement trop, mais la quantité de mamans postpartum que j'ai reçues dans mon bureau ou de mes amis, puis moi-même, je me suis rendu compte que j'avais vécu un traumatisme à la naissance de mon premier enfant, puis ça m'a pris des années de me rendre compte que c'était un traumatisme que j'avais vécu parce que on m'a dit la même chose qu'on dit à la majorité de mes amis ou de mes clientes. Ah, ben tu vas bien, t'es en santé, ton bébé est en santé, ça s'est bien passé. Puis une fois qu'on dit ça s'est bien passé, on balaye un peu ça du revers de la main. Parce que médicalement, il y a, tu sais, personne n'est mort, personne n'a gardé des séquelles mesurables médicalement de tout ça nécessairement. Même si des fois c'est le cas, il y a des épisiodes, des déchirures, tout ça, mais souvent, ça a été vécu d'une façon qui a été traumatique pour la personne. Et pour le bébé. Et pour le bébé aussi. Mais c'est ça, là, je pense qu'on parle plus peut-être de la maman ici, mais effectivement, tout ce que la mère va vivre, le bébé va le vivre. Là, ça aussi, c'est une autre affaire qui est de plus en plus documentée puis absolument fascinante. Là. Mais c'est ça, c'est hyper fréquent de vivre un traumatisme, dans le fond, quand on a l'impression qu'on a perdu le contrôle puis qu'on a fait des choses, pas que nous, on a fait des choses, mais qu'il y a des choses qui ont été faites sans notre consentement, puis par consentement, je veux pas juste dire... je vais te faire une épisiotomie, puis tu dis OK, puis t'es pas vraiment toute là, puis tu sais pas trop, tu connais pas vraiment tes options, t'es pas au courant de toutes les choses que tu peux faire par toi-même, de tous les pouvoirs que t'as. Fait que si tu connais pas les pouvoirs que t'as, bien, ça va être difficile de les mettre en pratique, tu sais. Oui. Puis un consentement éclairé, c'est connaître autant les risques que les bénéfices. Exact. Et c'est de choisir en fonction de notre vécu, nos croyances, notre culture à nous, notre expérience à nous, là, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, exact, sans être influencé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déplore beaucoup. Puis je veux juste faire une anecdote. Écoute, on était au parc une fois avec mon chum puis nos 4 enfants. Et mon chum me racontait, parce qu'il va bientôt se faire couper, là, nous, on a un petit 4e par surprise. Fait que là, on va faire attention pour potentiel 5e. On va couper la machine, OK? Et il me disait, mon ami, il m'a dit, là, quand on va se faire couper, faut vraiment mettre de la glace pendant 3 jours, faut être vraiment au repos. En tout cas, il y a un de mes amis, il a pas respecté les consignes de repos, puis il s'est ramassé avec les couilles enflées. Voyons, toi, dans quelle planète on est? Hey, nous autres, on sort des humains de là, puis il faudrait qu'on aille faire le Costco le lendemain. Ben ouais, c'est le monde à l'envers. Hey, la césarienne. Juste les genoux. Je ne sais pas dans quel domaine tu as travaillé en physiothérapie, mais moi, j'ai travaillé aussi avec les joueurs de football. Okay. Et avant, tu sais, un croisé antérieur, j'allais les traiter quasiment 6 mois de temps pour que ce soit le plus fort, le plus endurant, le plus en contrôle, le plus souple possible, parce que les chirurgiens s'étaient rendus compte que finalement, après l'intervention, il y avait moins de séquelles. Ben oui. Puis ils retournaient au football, tu sais. Puis là, il y avait leur intervention, puis j'ai voyé 1 an de temps. Puis je voyais, la césarienne est où là-dedans, tu sais? Ben juste...
le postpartum, tu sais, césarienne, vaginale, j'utilise tout le temps un exemple vraiment similaire à ça, tu sais. Mon chum s'est fracturé la cheville en jouant au soccer, ça fait plusieurs années, là, mais en jouant au soccer pour le plaisir avec des amis. Je m'excuse, j'essaie de passer inaperçue. Sachez que j'ai une rhinite vasomotrice et à chaque fois que je parle, je coule du nez. Fait que là, je vais écouter ton anecdote en me tassant du micro. C'est bon? C'est bon, on va regarder par là pendant ce temps-là. Mais c'est ça, j'utilise souvent cet exemple-là. De lui qui s'est fracturé la cheville en jouant au soccer pour le loisir. Puis, il a eu besoin d'une chirurgie. Il a fait de la physio avant, il a fait de la physio après. Il a fait cette physio-là dans le système public. Ça n'a jamais été questionné à savoir est-ce qu'il devrait peut-être ou pas faire de la physio. C'était systématique. Si on allait faire de la physio, il fallait le rétablir le mieux possible. Puis, ça aurait été une fille, ça aurait été la même chose, là, une fille qui se fracture... la cheville en jouant au soccer à autre chose, mais pourtant, on porte des enfants pendant 9 mois. On a des changements sur la totalité des sphères de qui on est. Après ça, on accouche, que ce soit par césarienne, par accouchement vaginal, c'est quelque chose de particulièrement intense. C'est transformateur à plusieurs niveaux. Il n'y a rien. Il n'y a rien après ça. Au Québec. Puis dans la majorité des pays du monde. Mais pas partout, effectivement. Là, mais moi, à chaque fois, je suis pas capable d'en revenir de cet exemple-là. Bien, les Françaises sont vraiment plus allumées que nous pour ça. Hein. Il y a des pour, des contre, par contre, hein, parce que je ne sais pas si tu as déjà eu des clients CNESST ou SAC, c'est un peu moins pire, mais en France, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Eux, d'emblée, je pense qu'ils ont une dizaine de rendez-vous avant, après. Fait que pour eux, la santé pelvienne sont beaucoup plus allumés aussi. Côté connaissance, là, ils connaissent leur région pelvienne beaucoup mieux, en tout cas, que les Québécoises. Je l'observe maintenant parce que vu que je travaille virtuellement, j'ai plus de frontières. Fait que j'ai beaucoup de clientes européennes et québécoises. Fait que je vois quand même la différence. Puis ce qu'on me racontait en termes de réalité là-bas, c'est que c'est pas beaucoup payé, par contre, tu sais, pour la physiothérapeute. Puis elle va se ramasser à avoir beaucoup de... Moi, je sais pas combien de temps tu traites, mais moi, c'était 1 heure dans le temps que je traitais mes clientes. Minimum 1 heure, oui. Oui, minimum 1 heure. Fait que là, eux autres, ils se ramassent à être peut-être aux 20 minutes, mais ils sont illimités. Fait qu'ils peuvent venir 5 fois dans la semaine. OK. Fait que, oui, c'est contraignant parce qu'il faut que tu te déplaces souvent. Mais tu sais, tu peux faire ton diaphragme le lundi, puis donc, bref, tu peux revenir le mardi, mercredi. En tout cas, je trouvais ça intéressant et je nous le souhaite qu'un jour, que ce soit public. Oui, tellement. Il faut, ça devrait être public. Ça serait comme la base, là. La base. Absolument. Tous les soins aux femmes ne sont pas assez accessibles dans notre système de santé. Non. Je suis vraiment d'accord. Là, il y avait une deuxième partie sur notre histoire. Oui. Hey, elle nous a parti loin, hein? Catherine, militantisme. En tout cas, il faudrait que je check si c'est un mot sérieux avant de le répéter sans arrêt. Oui, c'est un mot. J'ai eu une vaginite pendant 2 ans. Oh! Qui ni mon médecin ni mon gynéco n'étaient capables de traiter. Attends un peu, il faut que je revienne en arrière. Je me suis ramassée à la clinique Vuva du CHUM. Ils m'ont réglé ça en un rendez-vous. Je me réveillais la nuit et me trempais le vagin dans le bain froid pour me soulager. Aïe, aïe, je la file. Je la file. 2 ans. 2 ans de vaginite non traitée. Ça aussi, ça arrive souvent, les vaginites à répétition en clinique. Mm-hmm. Moi, j'ai des clientes qui vont venir me consulter pour ça. Donc, pour essayer de rétablir un petit peu le confort, hein, parce que quand on est en processus inflammatoire de façon répétée, ça rigidifie un peu les tissus. Mm-hmm. Puis on peut développer des douleurs et des inconforts. Puis je sais pas, là, je te parle d'une remarque que j'ai faite cliniquement. Tu me diras si tu l'as observé ou pas du tout. Mais quand on traitait les tissus pour les rendre à nouveau, tu sais, engorgés de bon sang, bien épais, plus confortables, souvent, ça faisait en sorte que la fréquence des vaginites réduisait en même temps. Donc, comme ça, on brisait un petit cercle vicieux. Oui, exact, c'est ça. On entre dans un cercle vicieux, là, même s'il y a quelque chose de plus médical à la base dans un premier cycle inflammatoire comme une vaginite là, qui peut être due à différentes choses, là, mais après ça, ça entraîne, ça fait mal, c'est enflé, ça entraîne des tensions, puis là, ben, si plus c'est tendu, moins on a d'irrigation, moins ça se soigne bien, plus on est vulnérable à d'autres infections ou à d'autres
sortes de problèmes ou à d'autres sources de douleur. Puis là, ben ça fait plus mal. Puis là, on est plus tendu. Puis là, puis ce qui est intéressant dans tout ça, puis une des choses que j'ai vraiment aimé développer là, en faisant les recherches dans mon livre, justement, c'est que cette invalidation-là, dans le fond, là, tu sais, est allée voir quelqu'un pendant 2 ans, probablement plus qu'une personne aussi, j'imagine. Je ne sais pas si c'est son cas à elle, mais souvent, ils ont consulté plusieurs personnes pour essayer de régler leurs problèmes. Là, je fais souvent ça, je pars sur des parenthèses, mais j'oublie où est-ce que je m'en allais. Ah, OK, là, ton idée est plus là. J'ai comme perdu. T'es en train de parler je vois plein de chemins possibles où je peux aller, puis là, un moment donné, j'oublie où est-ce que je m'en allais. Mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, cette invalidation-là, de se faire dire, j'imagine qu'elle s'est fait dire que peut-être c'est dans sa tête ou se faire donner des traitements un petit peu du revers de la main sans trop investiguer, ou se faire dire « Ah, c'est ça la solution », quand peut-être la personne ne le savait pas aussi. T'sais, ça va être un de ces scénarios-là qui va s'être passé si pendant 2 ans, elle va voir des gens puis qu'elle reçoit des traitements qui ne fonctionnent pas puis que finalement, il y a quelqu'un en un traitement qui est capable de régler le problème. Là, on sait, c'est sûr, on n'a pas toute l'information, là. Mais cette invalidation-là, c'est prouvé que ça nourrit la douleur. Qu'on soit une femme ou un homme, mais c'est aussi prouvé que la femme en vit plus de ces invalidations-là. Fait que ça nourrit la douleur. Fait que ça s'embarque dans tout ce cercle vicieux-là. Fait que ça fait beaucoup d'éléments à déconstruire, là, souvent, pour s'en sortir, là. Oui. Puis ça vient jouer, hein, notre statut psychologique sur comment c'est représenté physiquement dans notre corps. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant, le lien entre le psychologique et le corps et vice-versa, là. C'est des liens passionnants. Et par contre, je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais il y a de plus en plus de spécialistes qui se forment pour traiter spécifiquement les problèmes féminins, dont une clinique à Québec sur l'endométriose. Donc, ça, c'est quelque chose de gros aussi, l'endométriose. Hein. J'étais vraiment contente de voir que ça l'ouvrait. J'ai pas encore eu de clientes qui l'ont vécu, là, le cheminement vers ça, mais ils essayaient là, de rendre ça le plus accessible, le plus rapide. C'est 7 à 10 ans en moyenne, se faire diagnostiquer d'endométriose. Oui, mais là, c'est ça. Là, c'est une clinique spécialisée pour avoir des diagnostics plus rapides. Il y en a une à Montréal aussi maintenant. Oui! Au centre de... je ne sais plus comment on l'appelle, mais l'équivalent CHUM, mais de l'Université McGill. Là. OK, je savais pas. Plus, oui, c'est nouveau. Là, je ne l'ai pas vu passer. C'est 2023, sinon c'était peut-être 2022. Là, je me souviens plus quand j'ai vu passer ça, mais c'est très, très, très récent encore. Là. Puis c'est intéressant, tu sais, nous, comme professionnels, en donnant de l'information, en démocratisant un peu les connaissances scientifiques, mais aussi en tant qu'humaine qui vit dans son corps féminin, de s'instruire sur notre corps qu'on va finalement de plus en plus valider et avoir des solutions qui sont efficaces plus rapidement. Fait que instruisons-nous. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, absolument. On finit ça de même? C'est nécessaire. On peut finir ça comme ça. Merci, Catherine, pour ce beau partage. C'est vrai que c'était beau. Oui, puis c'est vrai. Puis tu sais, je pense que juste une petite chose, j'ai l'impression qu'on a peut-être échappé, là, mais elle parlait de douceur, puis de reconnaissance, puis de motivation pour un accouchement qui, au final, il était traumatique puis difficile. Mais ce qu'elle mentionne, dans le fond, c'est qu'elle a revu ça. Il y en a des experts en traumatisme. Il y a des formations qu'on peut faire là-dessus. C'est hyper intéressant, tout ce monde-là du traumatisme puis de comment ça s'imprime dans nos corps. Mais, tu sais, c'est un exemple, là, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple qu'il y a des choses qu'on peut faire, là, même si elle n'est pas prise avec ce traumatisme-là. Tu sais, elle parle elle-même de douceur, de reconnaissance, ça existe. Il y en a de l'espoir. Là. Puis, tu sais, le pas numéro 1, c'est de le savoir qu'on a vécu un trauma. Ouais. Puis moi aussi, j'en ai vécu un après ma première. Un choc post-traumatique, quand j'ai fait des cauchemars, j'avais des tremblements, des crises d'anxiété. Ça a vraiment été très loin psychologiquement, mon choc. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'avais tellement peur. Et là, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais été traumatisée puis que ça avait été banalisé. Puis moi, j'ai eu la malchance d'accoucher à Noël de ma première. Puis toute ma famille me mettait la pression le lendemain. Viens-t'en. Tu sais, moi, j'accouchais sage-femme, fait qu'on repart après 3 heures à la maison. Puis on me disait, viens-t'en. Tu sais, moi, ça me disait tellement comme...
Là, ton stress que tu ressens, ton épuisement, ton anxiété que tu es en train de vivre, c'est pas si important, viens souper pour Noël. Puis là, au jour de l'an, j'avais refusé. Puis là, au jour de l'an, mon chum puis moi, je me rappelle, on avait une chicane. Ses parents, c'était nos voisins. Puis ils disaient, OK, là, je vais juste aller montrer le bébé. Puis moi, je voulais pas qu'on m'enlève mon bébé. Puis j'étais pas capable d'y aller. Je me rappelle le mal-être que je vivais. Mais tout ça aussi, hein, notre entourage vient contribuer à cette invalidation-là. Puis je pense que si on m'avait dit, hey, Mel, ce que tu viens de vivre, c'est gros, c'est réel, c'était pas normal, je pense que ça m'aurait vraiment aidé niveau anxiété. Et ça, moi, au troisième enfant, je me suis réapproprié le monde des naissances. Écoute, vraiment... chez moi, en douceur, super, tu sais, comme dans les livres là, d'accouchement amusant, là, ils ont pensé à moi en écrivant, tu sais. Mon quatrième, là, j'ai eu le après qu'on devrait tout avoir. J'ai rien demandé à personne, puis à tous les jours, autour de moi, ma communauté nous apportait à souper. Puis ils rentraient pas dans la maison, ils cognaient, ils disaient « je vous ai apporté à souper ». Puis ils repartaient tout de suite. On a été nourris comme ça pendant plusieurs semaines. Je me suis vraiment sentie, hey, je suis censée me reposer, je suis pas censée couper des carottes, là, tu sais. J'ai vraiment eu l'impression que là, ce que je vivais, c'était important. Mon postnatal, même si j'avais pas été blessée comme à mon premier, par exemple. Fait que exact, je le souhaite aussi à tout le monde. On n'a pas besoin de vivre un traumatisme pour avoir besoin de ces soins-là, puis en bénéficier, là, puis effectivement, là, le postpartum, on en parle aussi de plus en plus, mais c'est pas encore, je trouve, assez concret dans le monde parce que c'est une culture au complet qui est à changer. Là. On vit dans une culture de douleur des femmes, puis ce postpartum-là, puis cette urgence-là de reprendre le dessus sur plein d'affaires. Retrouver notre corps. Ça fait partie d'une façon de nous invisibiliser. Là. C'est pas juste le bébé qui est à montrer, puis... à traîner partout. Là. Il faut prendre soin de la mère. Puis comme tu disais tantôt, c'est lié au bien-être du bébé de toute façon. C'est en prenant soin de la mère que le bébé va aller mieux. Faut qu'il prenne le temps d'arriver sur Terre, lui. Exact. Faut qu'on apprenne à le connaître. Puis je partageais dans une story hier ou avant-hier comment ça se passait le postnatal dans d'autres pays. Puis vraiment, tu sais, le minimum, c'est 1 mois de temps ailleurs. C'est vraiment un problème d'occidentaux, là, de presser, de valoriser finalement celle qui fait comme si rien venait d'arriver parce qu'on a l'impression qu'on serait censé vivre comme si c'était rien. Puis je me demande, hein, tu sais, si on était un peu plus validé, que c'était normal, cette douceur-là, l'aide aussi reçue, qu'on n'ait pas demandé, justement. Puis là, je vais me tromper parce que j'ai pas cette mémoire-là, mais c'était au Japon ou en Chine, je sais plus. Mais, tu sais, la femme qui vient d'enfanter va vivre chez ses parents, puis ses parents vont la nourrir, vont s'en occuper. Bref, il y a comme une communauté que nous, on n'a pas, mais on a une pression sociale incroyable là, sur notre productivité comme mère. Donc, on doit performer hein, pour être valide. Ouais. Puis c'est prouvé, en fait, ça, c'est pas juste une intuition, là, que le soutien de la communauté autour de la mère va diminuer de façon vraiment significative l'incidence des dépressions postpartum et des troubles liés à la ménopause. Bien là, ça, c'est un autre sujet, mais ce soutien-là, cette reconnaissance-là, parce qu'on a étudié, c'est souvent des cultures puis des façons de faire qu'on appelle plus ancestrales ou alternatives, mais je pense que même dans ce qui est moderne, on s'en va vers ça parce qu'on se rend compte que ça fonctionnait finalement, tout ça. Mais c'est un bagage pas parce que ça qu'on fait n'a longtemps pas que ça transmis. existe, que c'est vieux, que c'est pas pertinent ou pas efficace. Au contraire, c'est des choses vers lesquelles on devrait retourner. Ça a plein d'effets bénéfiques, là. Oui, puis c'est ça. C'est un bagage qu'on n'a pas transmis, qui a été complètement remplacé par autre chose, mais que les gens, hein, tranquillement, ont tendance à revenir vers ça. Et il y a moyen aussi de vivre une première naissance sans traumatisme en étant préparé. Oui. Mais pas préparé comme on nous l'enseigne dans les cours prénataux conventionnels, tu sais, en termes de risques. Aussi, on va souvent préparer la chambre de bébé, on va voir la poussette.
préparer psychologiquement, retrouver son pouvoir, essayer de comprendre un peu comment dans l'histoire on s'est ramassé à avoir si peur de l'accouchement que ça, puis tout venir basculer. Moi, c'est ça qui a été vraiment le plus bénéfique pour moi personnellement, pour me réapproprier la naissance, c'est de réaliser finalement que j'étais en mesure de mettre au monde mon enfant, que les gens autour de moi, c'était finalement des aides aux besoins, mais que c'était moi la leader de ce moment-là. Fait qu'il y a moyen, de nos jours, là, il y a tellement de doulas super inspirantes sur les réseaux sociaux. Tellement, mais oui, tellement. Il y en a plein. Puis il y a de plus en plus de cours prénataux aussi qui sont orientés. Ah oui. Qui sont plus multidimensionnels, puis qui sont justement à propos de remettre la femme au centre de cette expérience-là. La femme, la mère, puis son bébé, tu sais, c'est une naissance pour les deux là-dedans. Puis toutes les autres personnes, c'est des acteurs de soutien là-dedans. Il y a personne d'autre qui devrait être central à ce qui se passe, tu sais. Exactement. Bien, écoute, on conclut ça. Oui, on essaie-tu de conclure pour vrai? Toi, qu'est-ce que tu as envie de partager en conclusion? En conclusion, là-dessus, eh boy. Il y en a trop de choses, hein? Il y en a tellement, il y en a toujours trop, mais je pense que, en fait, je pense que la note sur laquelle j'ai un peu toujours envie de finir, peu importe le sujet qu'on aborde, c'est qu'il faut faire des liens. Il faut faire des liens entre le vécu de la mère puis celui du bébé. Il faut faire des liens entre qu'est-ce que dans l'histoire nous a amené à vivre dans un monde où il y a cette culture médicale-là de comme un peu performance du postpartum puis de médicalisation de la naissance. Il faut faire des liens avec les mots qu'on nous dit, accoucher puis se faire dire « Ah, tu pousses mal » ou « Retiens-toi » ou « Non, pousse pas comme ça » ou ça a un impact vraiment concret sur l'expérience de la personne. Puis juste une phrase mal placée peut déterminer, peut avoir un impact sur l'évolution de l'accouchement. Fait que c'est important de voir ça de façon multidimensionnelle puis de comprendre les liens de toutes les choses qui peuvent avoir un rôle puis un impact. Oui, moi, effectivement, j'aimerais ça qu'on conclue ça en se disant que c'est une expérience à tellement de niveaux. Soyons soutenus, vraiment. Puis ça, je le vois, là, les changements quand même dans les dernières années, on voit que c'est souvent lent, mais on le voit de plus en plus là, qu'on a tendance à valider justement l'expérience à différents niveaux et valider aussi de plus en plus les douleurs, puis il faut continuer dans ce sens-là. Donc, reprenons notre pouvoir sur notre corps, puis c'est en le connaissant mieux puis en connaissant notre histoire. Exact.